Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le chanteur Mika fait parler de lui ces jours-ci avec une double actualité. Il sort son 7e album et le 13 février, il sera président d'honneur des Victoires de la musique. Mika a connu un énorme succès en 2007 avec son premier album, Life in Cartoon Motion, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis, le chanteur et compositeur d'origine libanaise ne s'est jamais arrêté de créer. Et en France, il est devenu un visage familier des téléspectateurs de TF1. Il est depuis plus de 10 ans l'un des jurés de l'émission The Voice. Qui est vraiment Mika ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec Éric Bureau, spécialiste musique au sein du service culture du Parisien, et Emmanuel Marolles qui dirige ce service. Mika va être président d'honneur des Victoires de la musique le 13 février à la Scène musicale à Boulogne-Billancourt près de Paris. Il sort ce vendredi 23 janvier un nouvel album intitulé Hyper Love. Éric Bureau, il est comment ce disque ? Il est hyper pop. Et effectivement, il est hyper love parce qu'il parle d'amour dans tous les sens du terme et dans tous les états du terme. L'amour qui va pas, l'amour qui rend dingue, et puis l'amour qui fait vivre aussi. C'est un album assez conçu pour le live et pour ce qu'il va en faire sur scène, parce que la tournée arrive vraiment dans les prochains jours. Et bon, ça va être encore une tournée européenne et mondiale. Donc je pense qu'il va en faire quelque chose de très festif, pop, avec une touche d'électro. Voilà, en tout cas, excellent album. Peut-être pas son meilleur, parce que moi j'aimais bien les albums où il y avait des gros tubes dessus. Là j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins, mais album vraiment percutant. Dans cet épisode de Code Source, on va essayer de résumer la vie et le parcours artistique de Mika, chanteur, musicien, compositeur. Il est aussi devenu une figure de TF1. Mika a 3 nationalités, libanaise, américaine, britannique. Il a 42 ans, il vit en couple avec un vidéaste et monteur de documentaires. Depuis près de 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. Mika est né au Liban, à Beyrouth, le 18 août 1983. Emmanuel Marolles, qui sont ses parents ? Ses parents ont une culture plurielle, si on peut dire. En tout cas, c'est une famille un peu de bohème, de nomades. Il dit lui-même que ses parents ont grandi un petit peu partout. Il parle anglais, italien, espagnol, arabe. Alors, son père est américain, né à Jérusalem. Il a été élevé au Caire. Il était dans la finance. Il était banquier, notamment. Il gagnait très, très bien sa vie. Et sa mère, elle, est née de père syrien et de mère anglaise. Elle confectionnait des vêtements d'abord pour ses enfants et puis après pour d'autres et qu'elle a commercialisé. Alors vous le disiez, Mika est né à Beyrouth sous le nom de Michael Pennyman, c'est son vrai nom et donc son surnom Mika. Et à 1 an et demi, ses parents ont déménagé à Paris dans le 16e, aux alentours du square Lamartine, d'où le fait que Mika parle très très bien français évidemment. Mika a 3 sœurs et un frère. La famille vit donc dans un bel appartement d'un quartier chic à Paris. Quand Mika a 7 ans, en 1990, pendant la guerre du Golfe, son père est bloqué pendant 8 mois dans l'ambassade des États-Unis au Koweït. Oui, c'est un épisode de la vie de Mika assez douloureux et douloureux aussi pour son père et pour toute sa famille. Et quand il rentre à Paris, enfin, il est vraiment abîmé. Il a perdu son travail, il a perdu la joie et les rires un petit peu qui animaient la maison. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un côté bohème dans cette famille et c'était vraiment ça. Et on sent que cette ambiance-là est de plus en plus rare. Et puis comme il a perdu son boulot, il y a des problèmes financiers. Il commence à voir par exemple les huissiers qui frappent à la porte parce qu'ils ont des dettes, qui emportent des meubles, des choses de famille et ils finissent par partir à Londres pour fuir un peu cette situation-là, essayer de recommencer leur vie. Et ça, c'est quand Mika a à peu près 8 ans. Mika raconte que la famille n'a emporté qu'un seul objet dans ce déménagement, un piano. Oui, parce que je parlais des huissiers à l'instant. Alors les huissiers, ils emportaient plein de choses, mais il y a bien une chose qu'ils n'ont pas pu prendre, c'est le piano, parce que le piano était en location, ça n'appartenait pas à la famille de Mika. Et il se trouve que la boîte de location qui leur louait le piano a fait faillite et que personne n'a réclamé ce piano. Donc c'est la seule chose qu'ils ont emporté à Londres. Et il a appris le piano sur ce piano-là. Et pour la petite histoire, en arrivant à Londres, sa mère a dit à ses enfants: voilà un pot de peinture, un pinceau, et vous me repeignez ce piano en blanc parce que c'est un nouveau départ et qu'il faut, entre guillemets, recommencer à zéro.
En Angleterre, Mika est victime de harcèlement scolaire de la part d'élèves, mais aussi d'une professeure. Oui, il raconte avoir été harcelé pendant pas mal de temps, en fait, entre l'âge de 8 et 17 ans en Angleterre, quand ils se sont installés là-bas. Alors, il y avait les enfants qui le harcelaient, de par son côté un peu fantaisiste, quoi. C'était un personnage, déjà, Mika. Il avait un look un peu excentrique, notamment lié aux fringues que sa maman pouvait confectionner. On le voyait, par exemple, débarquer avec un nœud papillon, avec une chemise à pois et puis un pantalon jaune. Alors, quand il avait 10 ans, c'était un peu bizarre. Donc, les enfants se moquaient de lui. C'était des gens de mon âge, dans ma classe. Ils m'appelaient le Libanais, le PD. Pas seulement avec des mots, mais avec des trucs, avec des objets, avec des canettes, avec des cailloux que je recevais dans la tête. Et puis aussi, il y avait des profs, et particulièrement une prof qui goûtait peu ce look extravagant, et aussi qui considérait un peu que qu'il avait des manières de fille, entre guillemets. Et ça a été très très dur pour lui, parce qu'il raconte qu'il est devenu dyslexique, que l'école devenait très très compliquée pour lui, et qu'il a fini par la quitter en accord avec ses parents, et particulièrement avec sa mère, qui lui a dit, encore une fois dans cet esprit un peu bohème, « Ok, tu quittes l'école, mais tu fais du piano, t'es doué pour la musique, donc maintenant tu vas faire de la musique. » Éric Bureau, Mika a 8 ans à ce moment-là, et cette formation musicale est vraiment très stricte. Oui, c'est extrêmement difficile pour lui parce qu'en fait, c'est une autre forme de scolarité qui débute. Il fait 4 heures de piano par jour avec un professeur russe. Ça se passe très mal. Donc, il change. C'est la femme de ce professeur qui vient le remplacer, mais qui, elle, est pas très douée au piano, mais qui est par contre une excellente chanteuse lyrique. Donc, elle lui donne des cours de chant. C'est vraiment extrêmement éprouvant pour lui. Enfin, il faut pas oublier qu'il a 8 ans à l'époque. Et donc, il pleure beaucoup, et c'est ce qu'il explique. Mais à la fois, ça développe chez lui quand même une culture classique importante. Et là, il commence à en faire son métier. Donc, à 9 ans, il devient chanteur dans la chorale de l'Opéra Royal de Londres. Et effectivement, il commence à composer des petites pièces au piano qui vont vendre pour des pubs ou des dessins animés. On fait un saut dans le temps de plusieurs années. Emmanuel Marolles, en 2007, quand il a 23 ans, Mika réussit à signer avec une maison de disques, Barclay, pour sortir son premier album. En mars 2007, Emmanuel Marolles, vous écrivez dans Le Parisien « Mika va devenir une star ». Parmi les morceaux qu'il a créés, il y en a plusieurs qui vont devenir des tubes. Il y a des moments où vous rencontrez pour la première fois un artiste et que vous découvrez les premières chansons d'un artiste et vous sentez qu'il se passe quelque chose. C'est pas tous les jours. Il y a aussi des attachés de presse. Vous parliez de Barclay, c'était un attaché de presse de Barclay qui m'avait dit « Écoute ça sort dans 3 mois, 4 mois. Je t'envoie le disque déjà. Il peut se passer un truc, comme on dit, autour de cet artiste. Il a un côté Robbie Williams, il a un côté Freddie Mercury, il a un côté totalement exubérant et en même temps c'est évident, c'est des chansons pop parfaites. » Je me rappelle très bien avoir mis le disque sur la platine chez moi et avoir découvert Grace Kelly, qui est le morceau d'ouverture de l'album, qui est un vrai choc parce qu'il y a un refrain qui s'envole comme ça, qu'on a envie de reprendre instantanément avec lui et qui reste tout de suite dans la tête. Et puis il y a une mélodie de piano comme ça qui court au début avec cette voix qu'on découvre pour la première fois. Moi je connaissais pas sa voix, hein. Et on se dit vraiment oui, il y a du Queen, il y a du Robbie Williams, il y a une façon d'assumer totalement le côté pop star. Éric Bureau, c'est quoi l'histoire de ce morceau ? Alors c'est très intéressant. Déjà, Grace Kelly, il faut dire un peu qui était cette femme. C'était une grande comédienne qui a tourné beaucoup pour Alfred Hitchcock, mais qui était aussi la princesse Grace de Monaco. Grace Kelly, il en parle dans la chanson parce que il l'a composée en fait en revenant d'un rendez-vous dans un label de musique à Londres. Et en fait, le gars lui avait dit écoute, en ce moment c'est Robbie Williams, c'est Craig David qui cartonne. Il faudrait que tu fasses un truc un petit peu dans cette idée. Et lui, dans la chanson, il dit ouais, mais alors je prends des pauses à la Grace Kelly, je chante un peu comme Freddie Mercury évidemment, et il lui dit est-ce que ça te suffit, est-ce que c'est ce qu'il te faut? Ce qu'il voulait clamer dans cette chanson, c'est laissez-moi juste être moi et avoir ma personnalité. Et il voulait aussi dénoncer quelque chose qu'il dénonce encore aujourd'hui, mais les labels, quand il y a une formule qui marche, ils veulent la reproduire eux-mêmes.
Et d'un mot, avant d'aller plus loin, Mika, c'est aussi une silhouette et une identité visuelle très forte. Oui, parce que l'album s'appelle Life in Cartoon Motion, donc littéralement la vie à la manière d'un dessin animé. Et c'est une pochette arc-en-ciel, enfin voilà, multicolore. Et la première fois que je rencontre Mika, c'est en janvier 2007. L'album n'est pas encore sorti, c'est une de ses premières interviews en France. Et c'est dans le bar d'un hôtel parisien où il était. Et je vois arriver une immense silhouette d'1m92 avec déjà quelque chose d'imposant, quoi, avec ses cheveux frisés, un look assez impressionnant. Et on sent, quand il arrive dans la pièce, qu'il se passe un truc, quoi, ce qui est plutôt un signe de futur pop star. Et la rencontre est très très chaleureuse. Et puis je découvre aussi le fait que ce type, dont je connaissais pas du tout l'histoire, parle français comme vous et moi. Enfin, quelques fautes près, mais franchement, c'est pas grand chose. Et tout de suite, il y a quelque chose qui s'engage, c'est-à-dire que on se dit, c'est un très très bon client. Et en plus, il y a les chansons de l'album. Alors, je parlais de Grace Kelly tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y a Relax, Take It Easy, qui est devenu un tube disco assez improbable à l'époque. Billy Brown, où il y avait énormément de cuivre. Enfin voilà, c'était un album bouillonnant et foisonnant. Emmanuel Marolles, cet album, Life in Cartoon Motion, donc premier album de Mika, est un carton mondial. Oui, c'est un succès énorme en fait. Et en France, on observe la façon dont le succès a été construit au fil des semaines. C'est-à-dire que l'une des premières semaines, ils vendent 6 000 exemplaires, ce qui est plutôt encourageant pour un premier album. Et puis la deuxième semaine, c'est 12 000. La troisième, 13 000, alors que généralement, c'est l'inverse. C'est un album démarre fort, puis après, il commence à chuter. Et en fait, au fil des mois, au fil des semaines, notamment en France, c'est devenu énorme. Je pense qu'il est resté numéro 1 des ventes pendant des mois. Dans le top 5 pendant peut-être un an, voire plus. Et à l'arrivée, il a vendu plus de 5 millions d'exemplaires au total dans le monde, dont 1,4 million rien qu'en France. En fait, les deux pays où ça a très très bien marché, c'est un peu ces deux pays d'origine, si on peut dire, même s'il est très cosmopolite, c'est la France et l'Angleterre, où il a vendu 1,6 million d'exemplaires de ce premier album. D'un mot, après ce succès énorme, mondial, Mika a fait quelque chose qui vous a touché. Il a fait un dîner à Paris avec les premiers journalistes qu'il avait rencontrés avant la sortie du premier album dont je faisais partie. Il y avait un confrère de Paris Match, un autre des Inrecuptibles. Et en fait, c'était très sympa. On était, je sais pas, une petite dizaine. Il y avait son attaché de presse de chez Barclay. Je crois qu'il y avait sa mère. Enfin voilà, il y avait très peu de gens et on avait dîné tous ensemble et il nous avait fait écouter son prochain single qui était We Are Golden à l'époque, qui allait être un gros tube aussi. Et c'est bien dans l'esprit de Mika tel qu'il a continué à l'être au fil du temps. En 2008, le 4 juillet, Mika remplit le Parc des Princes. Il aurait pu viser plus grand, mais il ne veut pas brûler les étapes. Il est content de ce succès qu'il n'a pas vraiment vu venir. Il investit aussi dans ses productions, dans ses concerts. Et il y a un moment où il sent qu'il pourrait multiplier les concerts à Bercy, voire même des stades de France. Et là, il fait le Parc des Princes dans le cadre d'une soirée liée à une radio musicale. Il engage quand même plus d'1 million d'euros de sa poche, enfin en tout cas de sa propre production. Et il raconte même qu'il a fait 2 ans de tournée derrière pour rembourser cet investissement, parce que souvent quand on conçoit un spectacle dans un stade uniquement pour une date, même si c'est complet, de toute façon on perd de l'argent parce qu'il y a trop d'investissement. Éric Bureau, les albums suivants ne vont pas connaître le même succès. Oui, alors il faut dire qu'il en sort un 2 ans après le premier. The Boy Who Knew Too Much sort en 2009. Il marche pas si mal parce qu'en fait, il vend 700 000 exemplaires dans le monde, dont 400 000 en France. C'est quand même pas mal, mais évidemment, après avoir vendu 5 millions, c'est toujours difficile d'être au même niveau, bien sûr. Après, je trouve qu'il va rentrer dans un cycle, on va dire, plus autobiographique et plus intime. Il va parler de plus en plus de son homosexualité, qu'il va assumer, de l'histoire de sa famille. Mika va rentrer dans cette histoire. Je veux me raconter, et peu importe si je ne fais pas toujours des tubes, j'en ai besoin. Et dans son 3e album, sorti en 2011, The Origin of Love, il y a un tube, c'est « Elle me dit ». « Elle me dit », c'est sa première chanson en français. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime.
On ne peut plus autobiographique puisque ça parle de sa mère. C'est sa mère qui lui disait ça quand elle lui disait que une bonne chanson, ça pouvait leur sauver la mise quand ils déménageaient, quand ils avaient des soucis d'argent. C'est à la fois pour rendre hommage à sa maman, parce que sa maman a été un moteur exceptionnel dans l'estime de lui, dans son parcours musical, mais c'était aussi une façon de dire qu'elle était dure avec lui, qu'elle lui demandait beaucoup. C'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Emmanuel Marolles, à partir de janvier 2014, Mika est juré de l'émission de télécrochet de TF1 The Voice, aux côtés au départ de Florent Pagny, Jennifer et Garou. Il apparaît comment dans cette émission ? Il apparaît vraiment chez lui, très vite. C'est quelqu'un de très instinctif, Mika. Le principe de The Voice, c'est d'entendre une voix alors qu'on ne voit pas le candidat. Et lui, il réagit à l'instinct, et c'est surtout un musicien. Mika, il écoute la musique d'aujourd'hui, il connaît la musique d'aujourd'hui, il fait la musique d'aujourd'hui. Donc il était très très précis dans ses commentaires, dans ses remarques ou même dans son enthousiasme. Et il avait vraiment une vision. Il faut quand même se rappeler que le seul coach qui se retourne quand un petit gars qui vient d'un camp de gitans, qui s'appelle Kenji Girac, participe à The Voice, c'est Mika. Mais Mika, il a senti qu'il y avait quelque chose avec ce gamin qui a quand même gagné The Voice à l'arrivée. Elle répond de ton nom de ville. Les gens du coin ne voulaient pas machine. 100%. Éric Bureau, il faut bien expliquer que Mika est une star internationale, pas seulement en France, et ça se voit en mai 2019, quand la chanteuse américaine Taylor Swift vient chanter dans l'émission The Voice. En fait, quand elle est arrivée sur le plateau, Taylor Swift, elle est allée directement vers lui, dans son fauteuil rouge, et elle lui a dit « Ah, Mika, je voulais vous dire que vous aviez changé ma vie et que votre premier album avait eu un effet énorme sur ma façon de voir la musique. » Taylor Swift, quoi. Lady Gaga, pareil, elle est extrêmement fan de lui. Elle avait postulé à un moment pour faire sa première partie sur ses tournées et elle est devenue amie avec lui depuis. Il a fait le premier duo d'Ariana Grande quand elle était à peine sortie de Nickelodeon. Enfin voilà, il faut qu'on ait conscience que Mika a une influence sur la pop anglo-saxonne globale vraiment très forte. Et je pense qu'il a jamais joué de ce truc-là auprès du public français pour se la jouer, quoi. Concernant sa vie privée, Mika vit dans plusieurs pays en alternance, en Grèce, en Italie, en Angleterre et aussi aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, il ne serait plus en Grèce, d'après ce qu'il m'a dit. Il a laissé cette maison-là, mais effectivement, c'est un garçon qui vit dans les avions parce que, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une grosse machine pop américaine. Il est connu et il a du succès dans plein de pays, mais d'après lui, dans une position un peu artisanale. Donc il est obligé en fait d'aller dans tous ces marchés pour alimenter par soit une émission télé en Italie ou aux États-Unis, il a fait Coachella plusieurs fois, en France, The Voice. Donc voilà, il est un peu partout et ce qu'il me disait, je lui disais, mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas de maison à Paris puisque c'est un de vos principaux marchés? Et il m'a dit, non, parce que là, c'est pour le travail que je suis à Paris. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une maison. Voilà, mais effectivement, il est à Miami, à Londres, en Italie, la plupart du temps. Il a aussi créé son propre atelier de couture en Italie, en Toscane, à une demi-heure de route de Florence. C'est là que les costumes de ses spectacles sont confectionnés. Emmanuel Marolles, par ailleurs, depuis le début de sa carrière, il travaille beaucoup en famille. Oui, en fait, il travaille avec ses sœurs, notamment, qui s'occupent des visuels, des décors, qui sont de très bons conseils pour lui. Et puis, évidemment, sa maman, même s'il a plusieurs managers, notamment des managers français et des conseillers français. Il est très proche de Marc-Olivier Fogiel, par exemple, le journaliste, qui est vraiment un conseiller pour lui. Mais en fait, tout ça est en petit comité, ce qui est assez appréciable pour nous en tant que journalistes, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est facilement abordable, facilement joignable aussi, et avec qui on arrive à tisser des liens un petit peu plus importants. Donc il y a toujours ce côté familial comme ça qui permet d'avoir une star à taille humaine.
En 2020, le 4 août, au Liban, le port de Beyrouth est soufflé par une énorme explosion accidentelle. Il y a 235 morts, plus de 6000 blessés. À ce moment-là, le Liban, comme le reste du monde, fait face à l'épidémie de Covid. Et en réaction à cette explosion, Mika organise un concert de soutien à distance depuis son jardin en Italie. Oui, c'est une énorme surprise pour tout le monde quand on découvre ce concert. En fait, Mika, il est très souvent dans la réaction et dans le caritatif. Et là, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour les soutenir ? Et effectivement, comme on est en plein Covid et que tout le monde est chez lui, il est chez lui, dans son jardin, avec son piano et sa guitare, et il chante ses principaux tubes. Et cela rapporte, d'après ce qu'on a lu plus tard, plus d'1 million d'euros, ce qui est énorme pour un petit concert comme ça fait dans son jardin. Emmanuel Marolles, quelques mois plus tard, au début de l'année 2021, sa mère meurt d'un cancer. Elle était malade depuis 2019. Oui, c'est un séisme pour lui. Il était très très proche de sa maman et il sentait malheureusement l'échéance arriver. En fait, il a commencé à se rendre compte de son état en 2018 où il était en train de faire un nouvel album et il sentait qu'elle changeait, qu'elle était plus dure avec lui, qu'il la trouvait inquiète de manière assez anormale, fatiguée. Et ses sœurs, à un moment, lui ont conseillé de faire des examens. Et là, le diagnostic est tombé. C'était une tumeur au cerveau très, très agressive. Donc, évidemment, ça a été un choc pour Mika, qui était en Italie à l'époque. Et sa famille, lui et ses frères et sœurs, ont décidé de faire opérer leur mère à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et après, elle a suivi un traitement qui, malheureusement, n'a pas pu être efficace parce qu'encore une fois, c'était un cancer très très agressif et malheureusement elle n'a pas pu être sauvée. Emmanuel Marolles, après cette épreuve, en 2023, Mika publie son 6e album intitulé « Que ta tête fleurisse toujours ». Et ce titre, « Que ta tête fleurisse toujours », c'est un hommage à sa mère, le dernier message qu'elle lui a transmis. Oui, c'est une jolie histoire en fait. Il raconte que justement les derniers temps, il savait pas trop comment communiquer avec sa mère. Il était, je pense, bloqué par le fait qu'il sentait qu'elle allait pas très très bien. Donc il y a eu des échanges parfois un peu tendus où elle lui reprochait de pas être assez présent et puis lui disait non mais je sais pas quoi faire. Et elle lui répondait mais de toute façon voilà je suis malade mais c'est pas pour ça qu'il faut pas que tu me parles de tes projets. Il y avait quelques petites prises de tête comme ça et il y a eu un jour où ils ont eu une conversation comme ça dans un taxi, le jour de son anniversaire. Enfin, lui était dans un taxi et quand il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a trouvé des fleurs et un joli mot et un joli dessin avec sa tête, la tête de Mika, en forme de fleurs et avec ce message que vous avez cité, que ta tête fleurisse toujours. Et c'était sa mère qui lui avait dessiné. Alors évidemment, c'est le dernier message qu'il a eu avant sa disparition et il en a fait le titre de cet album. Quand elle dit que ta tête fleurisse toujours, l'idée c'est de mettre en application ses idées, c'est ça ? C'est une façon de résumer un peu l'état d'esprit de la famille, c'est-à-dire que ça marche super bien, tant mieux, ça marche moins bien, c'est pas grave. De toute façon, il continue à avancer, il continue à avoir des projets et de manière totalement désinhibée et totalement libre. Toujours en 2023, Mika est au Stade de France le 28 octobre. Il chante en ouverture de la finale de la Coupe du Monde de rugby, finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. À quoi ressemble visuellement la prestation de Mika ? Ça lui ressemble pour le coup. Il y a énormément de moyens. Il est dans un sublime costume argenté qui brille de mille feux. Il y a des dizaines et des dizaines de danseurs, de musiciens, de cuivre. Ils ont chacun une couleur différente. On est vraiment dans le côté multicolore et arc-en-ciel de Mika. Ça dure 5 minutes. Il y a des danseurs qui ont des fleurs géantes autour de lui. Et puis il fait un medley de tous ses tubes. C'est-à-dire qu'on entend Grace Kelly, on entend Relax. Et voilà, c'est vraiment Mika comme on l'aime en plus dans un événement qui est très très festif puisque c'est une finale d'un gros événement sportif. Donc il est vraiment à sa place là. On le disait, Mika va être président d'honneur des 41e Victoires de la musique. Il publie donc son 7e album, Hyper Love. Éric Bureau, Mika est un artiste qui a réussi à s'installer dans la durée ? Oui, et non seulement il a réussi à s'installer dans la durée, mais je pense qu'il s'est installé dans l'idée des gens. Il a une excellente image, il n'a pas seulement que des chansons. Pour nous qui en rencontrons quand même pas mal des artistes, je pense que c'est un des artistes les plus brillants que l'on ait rencontrés. Certes, c'est un touche-à-tout
tout, qui est capable de faire du classique comme de l'hyper-pop, mais c'est aussi un producteur et un réalisateur, un musicien qui a une vision de la musique pour lui, mais aussi pour les autres. Et en plus, comme disait Emmanuel, il écoute tout, il est au courant de tout. Donc, les artistes qui durent, qui ont une vraie carrière, ce sont ceux qui écoutent les autres et qui écoutent les nouveautés. Ce ne sont pas ceux qui s'écoutent uniquement eux-mêmes dans leur studio. Donc, je pense qu'il y a des raisons qu'on le voit encore une bonne 30aine d'années. Merci Éric Bureau, Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story chaque samedi matin, notre podcast consacré aux affaires criminelles présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.